Tout savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Bienvenue à cette émission de En 60 minutes. Cette semaine, notre invité est un professeur au secondaire, mais il est d'abord un docteur en histoire, diplômé en histoire, bien sûr, en droit et en pédagogie. Il fut procureur de la couronne pendant quelques années avant de faire une maîtrise sur l'Action française de Montréal sous la direction de Pierre Trépanier et un doctorat sur Monseigneur Alzéar Alexandre Taschereau et le catholicisme libéral au Canada français. Spécialisé en histoire intellectuelle et en religion, il a plusieurs écrits à son actif, tous presque disponibles grâce au site diffusion en ligne que vous pouvez d'ailleurs rejoindre, qui s'appelle manuscritdépôt.com, et vous cherchez Jean-Claude Dupuis. Vous allez pouvoir voir tous les livres qu'il a mis en ligne depuis un certain temps, comme Autant de jeunes nations, le siècle de Monsieur Monseigneur Bourget, le cardinal Taschereau et le catholicisme libéral, un combat identitaire, l'Action française, etc., etc., etc. Aujourd'hui, nous l'invitons pour nous parler de son dernier livre. Pour en finir avec le mythe de la Révolution tranquille, voici Jean-Claude Dupuis, docteur en histoire, en 60 minutes. Bonsoir, Monsieur Jean-Claude Dupuis. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors aujourd'hui, vous êtes présent pour venir nous parler de votre plus récent livre qui s'appelle Pour en finir plutôt avec le mythe de la Révolution tranquille. Et je peux dire que j'en ai lu le tiers jusqu'à maintenant et c'est très, très intéressant. Probablement aussi que c'est votre façon d'écrire qui rend le livre intéressant, mais la matière. Alors moi, je vous ai fait quelques demandes pour parler de quelques artisans de cette Révolution tranquille-là et aussi de la Révolution tranquille en tant que telle. Et vous avez un point de vue assez peu répandu sur tous ces sujets-là que nous allons aborder. Et j'en suis tellement fière de pouvoir lire quelque chose de nouveau. Comme par exemple, je vous ai demandé de nous parler de M. Duplessis, que tant de gens ignorent, dont tant de gens ignorent l'histoire et qui tant de gens le diabolisent. Et je voudrais vous savoir, qu'est-ce que vous pensez de cette période du règne de M. Duplessis? Était-ce vraiment une période de grande noirceur? Ben, disons qu'en m'attaquant au mythe de la Révolution tranquille, comme j'avais l'intention de le faire, il faut d'abord s'attaquer aussi à ce que j'appellerais le contre-mythe de la Révolution tranquille, la légende de la grande noirceur duplessiste. Mais j'ai pas traité de ça à fond dans mon livre parce que je prépare un autre ouvrage sur Maurice Duplessis où je rentrerai plus dans les détails à ce niveau-là. Oh, c'est excellent. Mais il est évident que Maurice Duplessis a été excessivement et injustement noirci par l'historiographie. Il faut savoir que l'image de Duplessis a été tracée dans les années 60 et 70 essentiellement par des libéraux qui avaient combattu Duplessis de son temps. Je pense par exemple aux mémoires de Georges-Émile Lapalme, qui était le chef du Parti libéral et le chef de l'opposition à l'époque. Ben, dans les années 70, quand à Radio-Canada, on interviewait, on faisait un documentaire ou un reportage sur l'époque de Duplessis, c'était toujours à Georges-Émile Lapalme qu'on donnait la parole. On ne donnait presque pas la parole aux anciens partisans de Duplessis parce que le Québec avait tellement changé. Et comme les partisans de Duplessis étaient classés à droite et que les gens à droite n'étaient pas très bien vus à Radio-Canada, mais finalement,
c'est les libéraux qui ont écrit l'histoire de la Grande Noirceur dans les années 60 et 70. Par contre, à partir des années 1980, il y a eu une revision du gouvernement Duplessis par des historiens professionnels et Duplessis était en grande partie réhabilité par les travaux d'histoire. Sauf que ces travaux-là sont pas encore rendus dans l'opinion publique. Ça n'a comme pas rejoint les journalistes et on reste encore bloqué sur finalement les préjugés qu'on pouvait avoir dans les années 70. OK. Mais au moins, ils existent. Il y a une comment on dirait, un autre point de vue de Maurice Duplessis qui va peut-être même atteindre la population si on parle de l'histoire, si on recommence à parler de notre histoire, parce que c'est ce qui manque beaucoup. Et je vous écrivais dans mon courriel cet avant-midi que à la lecture de votre livre, on est capable de faire des liens avec aujourd'hui, de voir les conséquences. Comme par exemple, si vous nous parlez de René Lévesque, c'est un autre personnage, ça, qui a été, au contraire, canonisé presque. Il y en a qui disent qu'ils n'ont jamais connu de politicien aussi brillant que lui. Mais parlez-nous-en donc, voir qu'on ait qu'on ait vraiment une autre perspective. Disons que René Lévesque avait du bon et du mauvais. À mon avis, il avait beaucoup plus de mauvais que de bon. C'était un homme qui était très différent de Maurice Duplessis. Autant Maurice Duplessis était sûr de lui-même, autant René Lévesque était indécis. Il savait pas vraiment où il voulait s'en aller. Par ailleurs, vous savez, on a beaucoup accusé Duplessis d'être autoritariste. C'est vrai que dans son discours, Duplessis tenait un discours très, très autoritaire, paternaliste et tout ça. C'était la mentalité de l'époque. Mais ceux qui ont connu Duplessis, qui ont travaillé avec lui, vont vous dire que dans son bureau, c'était un homme extrêmement ouvert, qui écoutait les autres et qui était capable de travailler en équipe, contrairement à René Lévesque, qui faisait figure d'un grand démocrate, mais qui, paraît-il, était très tyrannique dans la vie quotidienne lorsqu'on avait à travailler avec lui. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur René Lévesque, mais je vais essayer de vous résumer ça en un mot. Quand Duplessis a quitté la vie politique, le Québec était plus fort dans la Confédération canadienne. Quand René Lévesque a quitté la vie politique, le Québec était plus faible dans la Confédération canadienne parce qu'il s'était fait passer le rapatriement de 82. Alors, si on juge par le bilan du point de vue du nationalisme de l'autonomie provinciale, ben le bilan est positif pour Duplessis et négatif pour René Lévesque. Oui. Oui, d'ailleurs, c'est cette grande naïveté-là qu'on ne peut pas, qu'on a de la difficulté à reprocher à René Lévesque, à reconnaître à René Lévesque. Et un autre point aussi, on a dit de René Lévesque que c'était un grand démocrate qui avait fait une épuration des mœurs politiques par la loi sur le financement des partis politiques. On a vu avec les commissions Montgomery et Charbonneau que non, cette loi-là a strictement rien changé aux habitudes de financement des partis, et qu'il y avait autant, sinon plus, de patronage, autant des libéraux et des péquistes qu'autant de l'époque de Duplessis. Oui, ça c'est vrai, ça. Et puis, un autre personnage, celui-là, ça dépend comment c'est encore une question de point de vue, là, mais Lionel Gault avait dit nous le voulons, nous l'aurons, notre État, notre nation. Comment, d'après vous, il a vu la Révolution tranquille? Lionel Groux, premièrement, il était assez vieux, rendu dans les années 60. Il est mort en 1967, il avait 89 ans. Alors donc, l'essentiel de sa vie intellectuelle était passé. C'était une idole, Lionel Groux. Tout le monde respectait Lionel Groux, mais ça faisait longtemps qu'on ne l'écoutait plus vraiment. Par contre, Lionel Groux est resté lucide jusqu'à sa mort et c'est intéressant de voir ce qu'il a dit dans les années 60. Il était très critique de la Révolution tranquille, mais pas sur tous les plans. C'est-à-dire qu'il approuvait la politique d'affirmation nationale que le gouvernement Lesage avait mis en œuvre. Dans le fond, Lesage avait suivi la lignée de Duplessis dans la défense de l'autonomie provinciale. C'est Duplessis, en réalité, qui a appris au Parti libéral du Québec la notion d'autonomie, parce que au temps de Georges-Émile Lapalme, non, les libéraux étaient des fédéralistes centralisateurs. Oui. Mais là, ils ont compris que c'était payant sur le plan électoral que d'être nationaliste, que d'être autonomiste, et ils ont embarqué là-dedans.
Alors, donc, le Sage a continué. Ça, Groulx approuvait ce mouvement. Et Groulx approuvait aussi la montée de l'idée indépendantiste, là. Dans une entrevue à Radio-Canada en 1965, il a dit clairement qu'il est en faveur de l'indépendance du Québec. Ça avait toujours été un petit peu ambivalent dans son discours là-dessus. Parce qu'il faut comprendre que quand Groulx dit « notre État français, nous l'aurons », l'État français, c'est pas rien que l'idée de la souveraineté du Québec. C'est l'idée d'un nationalisme intégral, c'est-à-dire que la société canadienne-française doit être différente, particulière, elle doit se démarquer du reste de l'Amérique du Nord qui est marquée par la culture anglo-protestante. Alors donc, c'est plus une espèce de nationalisme intérieur que Groulx voulait dire lorsqu'il disait « notre État français, nous l'aurons ». Et c'est pour ça que ça avait une certaine logique quand il disait « nous l'aurons à l'intérieur de la Confédération, si possible, à l'extérieur, sinon ». Bon, remarquez que avoir un nationalisme intégral canadien-français au Québec à l'intérieur de la Confédération canadienne, je ne pense pas que ce soit possible. Et je pense qu'à la fin de sa vie, ce Groulx l'avait compris. Oui. OK. Ouais, c'est très bien dit, puis j'ai hâte qu'on arrive à ça parce que à qu'est-ce qui nous ça aussi ça m'est apparu avec seulement la lecture du tiers de votre livre, ça m'est déjà apparu très clair ce qui nous faisait nous caractérisait comme étant un peuple différent en Amérique du Nord, c'est le fameux cours classique. Mais on va y venir, là. On arrive là, à ce que j'aimerais que vous... le sujet de votre livre, c'est la Révolution tranquille. C'était quoi? En quoi ça consistait, ça, cette Révolution tranquille-là? J'en ai parlé à quelques personnes là qui connaissent pas votre livre, puis on me disait tout de suite, ah oui, c'est ça, c'est quand ils ont sorti la religion des écoles. Bien, je pense qu'effectivement, c'est ça le cœur de la Révolution tranquille. C'est la déchristianisation du Québec. Dans les manuels d'histoire, on nous dit que la Révolution tranquille, c'est un processus de modernisation et de démocratisation du Québec. C'est pas ça du tout. Le Québec, en 1940, en 1950, il était très moderne. Il était au diapason de toutes les innovations qu'il y avait en Amérique du Nord. D'autre part, il était tout aussi démocratique que le reste de l'Amérique du Nord et peut-être même plus démocratique qu'on ne l'est aujourd'hui quand on pense à la concentration de l'information dans les médias, quand on pense aux coûts faramineux que les campagnes électorales prennent aujourd'hui. Je me demande si finalement nos élections n'étaient pas plus démocratiques dans les années 20, 30, 40 qu'elles ne le sont aujourd'hui. Mais ça, c'est une toute autre question. Vous savez, Duplessis avait une formule qu'il employait souvent. Il dit « On m'accuse d'être un dictateur. » Il dit « En connaissez-vous beaucoup des dictateurs qui font des élections tous les 4 ans? » Effectivement, il y avait avant 1960 des élections à tous les 4 ans. Et malgré ce qu'on nous a dit, les libéraux avaient autant d'argent, autant de moyens que l'Union nationale. Et si Duplessis gagnait les élections haut la main, c'est parce qu'il était populaire, parce que son programme était populaire. Alors le Québec, avant 1960, était démocratique et il était moderne. Mais il était aussi catholique. Et il était axé sur la culture française classique, notamment par l'enseignement du latin dans nos collèges classiques. Et c'est là que la Révolution tranquille s'est faite. La Révolution tranquille, c'est essentiellement la révolution pédagogique. Le cœur, c'est la réforme parent. Et la réforme parent, c'est quoi? C'est qu'on a abandonné comme idéal le programme pédagogique classique, le Ratio Studiorum des Jésuites, qui remontait au 16e siècle, et on a remplacé ça par une conception américaine de l'éducation, une éducation axée sur les mathématiques plutôt que sur les langues. Parce qu'on voulait former essentiellement des ingénieurs. Le collège classique voulait d'abord former des prêtres. Et si le gars ne devenait pas prêtre, il pouvait devenir un avocat, un médecin, mais il aurait quand même une mentalité très imprégnée par la religion catholique. Alors on voulait former des élites sociales. Mais à partir des années 60, c'est le culte de la technique, rappelez-vous, c'est la conquête de l'espace, tout le monde admire les États-Unis, on veut ressembler aux Américains, on veut finalement adopter un système d'éducation qui va former des ingénieurs. Et ça, Groulx l'avait bien dit dans un article sur la réforme parent, en un paragraphe, il avait très bien saisi c'était quoi. Il dit, jusqu'à présent, la culture canadienne-française avait été axée sur les vieilles civilisations méditerranéennes, la civilisation grecque, la civilisation romaine, et aussi la culture française du 17e siècle, qui descendait de tout ça. Il dit maintenant, on fait une révolution de l'esprit, la pire des révolutions. Alors, on veut faire du Canadien français
finalement un homo americanus, un homo technicus. Oui. Ah, c'est tellement vrai, puis on le sait, on n'a qu'à regarder aujourd'hui, on sort de l'école, mais presque analphabète. Vous avez dû voir ça aussi. L'orthographe, personne n'a d'orthographe, personne n'a d'idée parce que personne n'a lu. Il n'y a pas de cours d'histoire, donc on n'est pas au courant. On a banni tous les cours d'histoire, mais là, je vais plus loin et trop vite dans le sujet. On va continuer. Mais si vous permettez, pour revenir à René Lévesque, vous rappelez le fameux cabinet de René Lévesque après les élections du 15 novembre 1976, comment tout le monde était impressionné par la qualité des ministres qu'il y avait là-dedans. Oui. Un des ministres, c'était Denis Vaugeois. Et Denis Vaugeois a fait un commentaire assez pertinent à un moment donné. Il disait, avez-vous remarqué que tous les gens qui composaient ce cabinet avaient tous été éduqués à l'époque de Duplessis? C'était tous des fruits de la grande noirceur. Oh. Et là, on va vous dire, ouais, mais le collège classique, c'était pour les riches. Je m'excuse, dans le cabinet de René Lévesque, il n'y avait aucun fils et aucune fille de riches, sauf peut-être Jacques Parizeau qui venait, je pense que c'est la seule exception, mais tous les autres venaient de milieux modestes, moyens, peut-être même des fois ouvriers, mais ils avaient bénéficié quand même d'une éducation gratuite parce que l'Église donnait des bourses et puis les gens étaient éduqués gratuitement dans les collèges classiques. La gratuité scolaire, là, est peut-être plus difficile aujourd'hui qu'elle l'était dans ce temps-là. Et pensez à nos premiers ministres qu'on a eus, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, Bernard Landry, c'était tous des gens qui avaient beaucoup de gueule, beaucoup de culture, beaucoup d'envergure. À partir de Jean Charest, nos premiers ministres sont sortis des cégeps. Et puis là, avec Legault, ça vient de descendre un petit peu au niveau de la culture et de l'envergure intellectuelle. Là. Et voilà le fruit de la Révolution tranquille. Oui. Et à ce moment-là aussi, au moment du rapport Parent, de la Révolution tranquille, il y a eu quelque chose aussi qui a influencé beaucoup. Parce que moi, j'aimerais ça que vous nous expliquiez la différence entre religion et la responsabilité qu'avait l'Église de l'éducation. Les prêtres s'occupaient, dans l'histoire du Québec, les prêtres se sont occupés beaucoup du peuplement, n'est-ce pas? Oui. Du Québec. Et pas seulement du peuplement, mais aussi de la transmission de la culture et de la nationalité, de l'identité canadienne-française, n'est-ce pas? Effectivement, disons que depuis je dirais le début, au moins le milieu du 19e siècle, l'identité canadienne-française était rattachée à la foi catholique. Alors, il y avait à l'époque une formule, là, la langue gardienne de la foi. Alors, bien sûr, la foi était considérée comme plus importante que la langue, mais il fallait rester français pour rester catholique. Mais en même temps, si on restait catholique, on avait plus de chances de rester français, étant donné qu'on était dans un environnement anglo-protestant. Oui. Or, la Révolution tranquille a fait cette scission dans notre nationalisme. Elle a séparé l'aspect culturel et ethnique de l'aspect religieux. Je pense que ça a affaibli beaucoup notre nationalisme et c'est pourquoi le Québec est aujourd'hui en crise d'identité. Alors, le Québec ne sait plus, les Québécois ne savent plus qu'est-ce qu'ils sont. D'ailleurs, un signe de cette révolution psychologique, je dirais, c'est qu'on a changé de nom. On s'appelait avant les Canadiens français, puis là, on s'est appelé des Québécois. Et le changement de nom n'est pas anodin. Vous remarquerez qu'il y a bien des peuples qui ont fait des révolutions dans l'histoire, mais ils n'ont pas changé leur nom. Les Français, là, ils ont fait la Révolution française, mais ils ont continué à s'appeler des Français. Oui. Je connais pas beaucoup d'exemples, enfin, j'en vois pas, d'exemples de peuples qui ont changé de nom, comme nous, on l'a fait. Mais ce changement de nom était symptomatique, en fait, d'un changement de perception de ce que l'on était. C'était beaucoup plus grave. Même que dans mon livre, je parle un moment donné de la dépersonnalisation du Québec dans les années 60. Hein. J'ai regardé sur Wikipédia la définition de la dépersonnalisation là, pour un individu sur le plan psychologique. Et je me suis dit, mais coudonc, mais si on peut appliquer tout à fait ça à la société québécoise des années 60. Il y a eu comme un choc émotif qui venait de l'extérieur. La personne ne sait plus ce qu'elle est, elle a l'impression d'avoir changé, elle perd tous ses points de repère. Alors, c'est exactement ce que le Québec a connu et aujourd'hui, on en a les fruits. Hein. Dans les années 60-70, au temps de René Lévesque, le bon vieux temps de René Lévesque,
ça peut encore paraître bien si on compare au Québec d'aujourd'hui. Parce qu'au temps de René Lévesque, on était encore sur la lancée de ce que le Québec de Duplessis, de Lionel Groulx avait fait avant. Mais cette lancée-là s'est finalement arrêtée dans les années 90. On est tombé dans l'individualisme, dans le mondialisme, dans le néolibéralisme. Et aujourd'hui, on est complètement déboussolé. Oui. La liberté à tout vent, là, c'est faites tout ce que vous voulez. C'est ça qu'on sent aujourd'hui, en tout cas qui existe, là. La réforme scolaire de 1965, est-ce que ça, c'est une date que j'ai prise dans votre livre, là? Vous écrivez à un moment donné, parce que justement, il y a eu un événement dans cette période-là qui a touché l'Église, c'est le Vatican II, n'est-ce pas? Oui. Et ça a eu un impact énorme sur l'Église, n'est-ce pas? Sur l'Église et sur le Québec. En fait, et sur le Québec, oui. Moi, je vais même plus loin. Je dis, au fond, c'est quoi la Révolution tranquille? C'est simplement l'application du Vatican II au Québec. Ah. La clé d'explication de la Révolution tranquille, vous la trouverez pas à Montréal ou à Québec. Il faut aller à Rome pour voir ce qui s'est passé. C'est là que ça s'est joué. Effectivement. Et rappelez-nous un peu, Vatican II, qu'est-ce que ça a apporté comme changement? Ça, c'est un vrai traumatisme, là, n'est-ce pas? Effectivement, je veux dire, la Révolution a changé, la religion a changé complètement, tant dans son discours que dans sa pratique du jour au lendemain. Il y a eu un tiers des prêtres qui ont abandonné le sacerdoce. Alors, ça a été une crise extrêmement grave. Vous me parliez tantôt de Lionel Groulx, son attitude par rapport à la Révolution tranquille. En 1965, il avait écrit un livre qui s'intitule « Chemin de l'avenir ». C'est à peu près un de ses derniers livres. Et à l'époque, ça avait été un grand succès de librairie, parce qu'il y avait effectivement une critique de la Révolution tranquille là-dedans, et je pense que il y avait beaucoup de gens qui étaient contre ce qui se passait dans les années 1960. Donc, c'est pas un hasard si l'Union nationale a remporté les élections de 1966. On était unanimement en faveur de la Révolution tranquille dans le journal Le Devoir et Radio-Canada, mais dans le reste de la province de Québec, là, il y avait des réticences très, très fortes. Mais quand on lit le livre de Groulx, on s'aperçoit qu'au fond, sa grande préoccupation, c'est la crise qui frappe le sacerdoce, qui frappe les prêtres. Le prêtre qui lui-même, Groulx était un prêtre, évidemment, alors il était très touché par ça. Et le prêtre qui ne sait plus quel est son rôle, qui ne sait plus quelle est sa mission, parce que Vatican II a voulu ouvrir l'Église aux laïcs. Bon, oui, effectivement, ça pouvait être bien à première vue, mais à ce moment-là, le prêtre ne trouvait plus sa place là-dedans. Oui. Il y avait une perte d'identité autant là que chez les laïcs. Oui. Si on regarde, par exemple, quand Paul Gérin-Lajoie veut créer un ministère de l'Éducation. Il présente un premier projet de loi en 1963. Avant ça, il n'y avait pas de ministère de l'Éducation au Québec. Il y avait un département de l'instruction publique. Et le département de l'instruction publique était dirigé par le conseil, en fait plutôt par le comité catholique du conseil de l'instruction publique. Parce qu'il y avait un comité catholique, puis il y avait un comité protestant. C'est un peu comme si on avait deux ministères de l'Éducation au Québec. Un pour les catholiques, puis un pour les protestants. Alors bon, pour les Canadiens français, évidemment, c'était le comité catholique qui était important. Alors, et sur ce comité-là, tous les évêques de la province de Québec siégeaient d'office. Il y avait 22 diocèses, donc il y avait 22 évêques. Le gouvernement nommait 44 laïcs, tous de bons catholiques, bien sûr, et c'était un fonctionnaire nommé par le premier ministre, le surintendant de l'instruction publique, qui présidait tout ça. Mais les évêques avaient un privilège. S'ils ne pouvaient pas participer à une réunion, ils pouvaient se faire remplacer par un autre prêtre. Les laïcs, eux autres, n'avaient pas ce privilège-là. Alors, vous savez que quand on fait une réunion de 44 personnes, il y a toujours des gens qui sont absents. Alors, donc, en pratique, les évêques avaient toujours la majorité sur le Conseil de l'instruction publique. Et en plus, ils se réunissaient avant, ils discutaient entre eux des questions et ils formaient toujours un bloc. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en pratique, c'était les évêques qui contrôlaient le système scolaire au Québec. Et je parle là du système scolaire public, je parle pas des écoles privées, parce qu'en plus, il y avait les écoles privées, là, les collèges classiques pour les garçons, les couvents pour les filles, et toute une autre sorte d'institutions. Mais je parle des écoles publiques qui étaient financées par l'État et dans lesquelles c'était essentiellement des laïcs qui enseignaient. C'était quand même sous l'autorité des évêques. Alors là, en 1963, Gérin-Lajoie veut créer un ministère de l'Éducation.
Donc, évidemment, l'autorité, ça va être le ministre, ce ne sera plus les évêques. Les évêques, dans un premier temps, s'opposent. Et le cardinal Léger donne un coup de téléphone au premier ministre Lesage pour lui dire « Moi et mes collègues, on a certaines réticences avec le projet de loi. Dès le lendemain, Lesage retire le projet de loi. Enfin, il ne le retire pas, mais il le suspend. Dans les journaux, à l'époque, on avait écrit que le cardinal Léger pouvait faire reculer le gouvernement sur un coup de téléphone. Ça vous montre que l'Église avait encore beaucoup d'influence, beaucoup de poids politique. Lesage avait une grande crainte d'affronter les évêques dans un débat public. Oui. Alors là, bon, il retire le projet de loi, on fait des consultations. 6 mois après, Gérin Lajoie revient avec un autre projet de loi, au début de 1964. Et là, les évêques, non, je m'excuse, à la fin de 1963, en décembre 63, et là, les évêques l'acceptent. Qu'est-ce qui s'était passé? Ben, c'est qu'entre-temps, septembre, octobre 63, tous les évêques du Québec avaient été à Rome pour le Concile Vatican II. Et c'est là que ils ont changé leur position, probablement à cause des pressions qui ont été faites par le Vatican sur les évêques, parce que la majorité des évêques au Québec étaient probablement contre la réforme de l'éducation. Il y en avait 2 qui étaient pour, les 2 plus importants. Le cardinal Léger à Montréal et Monseigneur Roy à Québec. Donc, les 2 qui avaient plus l'oreille de Rome, finalement. Mais, évidemment, les archives épiscopales ne sont pas encore disponibles. On ne peut pas savoir tous les détails de tout ça. Oui, c'est vrai. Mais mon impression, c'est que la majorité des évêques auraient voulu combattre la réforme de l'éducation. Et s'ils l'avaient combattue, ben, il aurait gagné. L'Église avait encore assez d'influence à cette époque-là. Mais Vatican II a finalement, je dirais, poignardé les évêques conservateurs dans le dos. Oui. Ben oui, bien vous écrivez aussi, si les évêques avaient mieux défendu les droits de l'Église en matière d'éducation, la réforme scolaire de 65 aurait pu être enrayée. C'est pas rien, ça. Et puis, vous dites aussi que l'Assemblée des évêques était très divisée et c'était une lutte entre les prélats métropolitains et ceux des régions. Ça, je trouve ça très intéressant. Oui. Parce que ceux des... Les révolutions, c'est toujours dans les grandes villes. Hein. La Révolution française, ça s'est fait à Paris. Tout le reste de la France était contre. Et je dirais que la Révolution tranquille, c'est la même chose. Ça s'est fait à Montréal et tout le reste de la province était contre. Oui. Et dans le fond, je ne sais pas si on peut dire ça. Qu'est-ce que vous écriviez? Lorsqu'un épiscopat est aussi divisé sur une question aussi importante que le Bill 60, là, on s'entend, c'est le Saint-Siège qui est appelé à trancher. Ça, j'avais aucune idée de ça. C'est vraiment ce que le Saint-Siège qui a décidé pour le ministère de l'Éducation au Québec? Je pense que oui. Mais c'est une hypothèse. Je n'ai pas les archives ne sont pas disponibles pour le savoir. OK. Il y a pas de jusqu'à présent, il n'y a pas de témoignage clair dans ce sens-là. Mais ce revirement de la position des évêques après leur passage à Rome laisse croire qu'il y a eu une intervention qui venait probablement de quelqu'un qui était très, très proche du pape. Alors, effectivement, et l'esprit de Vatican II, c'était que l'Église devait se réconcilier avec le monde moderne, d'accepter le libéralisme, d'accepter la laïcité, d'accepter l'ouverture aux autres religions et tout ça. Alors, ça va tout à fait dans ce sens-là. Alors, on revient, parce qu'on n'a pas encore abordé comme tel, mais quoi qu'on en a parlé un peu, là, le fameux rapport Parent. C'était la création d'un ministère de l'Éducation, c'était l'autorité de l'État qui remplaçait celle de l'Église sur le système scolaire public québécois. Est-ce que c'était autre chose aussi? Ben, en fait, c'est 3 choses essentiellement, le rapport Parent. Bon, il y avait 3 parties. Et chacune des parties avait une idée centrale. La première partie, c'était de créer un ministère de l'Éducation. Alors ça a été fait en 1964. La deuxième partie, c'était d'abolir le cours classique pour le remplacer par un système pédagogique de type high school américain. Et la troisième partie, qui était celle qui aurait sans doute qui pouvait le plus mal passer, c'était tout simplement de laïciser le système scolaire, d'abolir les commissions scolaires confessionnelles et protestantes. Les commissions scolaires confessionnelles, là, catholiques et protestantes. Ce qu'on voulait faire, ce que le rapport recommandait, c'était de permettre aux parents de décider à chaque année si leur école serait catholique
protestante ou neutre. Alors, vous imaginez si à chaque année, il avait fallu que les parents se réunissent en assemblée puis discutent de ça, ça aurait écœuré tout le monde. Alors, on aurait fini par dire, on va accepter la neutralité confessionnelle, comme ça nous évite des débats. C'était très machiavélique la manière dont on voulait laïciser les écoles. Et si on avait su au début, lorsqu'on a créé le ministère de l'Éducation en 1963, si on avait su qu'en 1966, on était pour recommander l'abolition des commissions scolaires confessionnelles, je pense que tout ça bloquait. Mais le rapport a été présenté par tranche, ce que normalement une commission d'enquête ne doit jamais faire. Le principe d'une commission d'enquête, c'est qu'elle doit présenter son rapport au complet pour qu'on puisse voir où elle veut en venir. Mais là, on a créé un ministère de l'Éducation sans dire après qu'on voulait abolir les collèges classiques, puis on a aboli les collèges classiques sans dire qu'on voulait ensuite laïciser les écoles. Un des membres du rapport de la commission parents, c'était Guy Rocher. Et il a fait un témoignage très intéressant sur la réaction de Jean Lesage lorsque Jean Lesage a été mis au courant de la deuxième partie du rapport. On l'avait présenté au premier ministre en réunion close avant. Et quand Jean Lesage a compris qu'on voulait abolir les collèges classiques, il est devenu tout à fait livide, tout à fait nerveux. Et quand Jean Lesage était nerveux, il fallait qu'il fume. Alors là, il cherchait un paquet de cigarettes dans ses poches, il n'y en avait pas. Alors pour lui, il n'aurait jamais cru ça parce que lui-même avait été un fruit du collège classique. Il avait fait ses études au Petit Séminaire de Québec, il en était très fier. Et on avait un culte de l'enseignement classique au Québec à ce moment-là. Alors s'attaquer à ça, Jean Lesage en revenait pas. Là, il aurait dû faire preuve d'autorité puis dire, messieurs, il n'est pas question qu'on abolisse ce qui a formé l'identité canadienne-française depuis 200 ans et vous êtes tous mis à la porte et votre rapport va aller aux poubelles. Non, Lesage a accepté ça, même s'il n'était pas d'accord. Au fond, Jean Lesage, c'est quelqu'un de très conservateur. Hein. C'est pas un révolutionnaire. Mais il s'est fait imposer la Révolution tranquille par d'autres gens, notamment Paul Gérin-Lajoie, notamment Arthur Tremblay, qui est peut-être plus influent même que Paul Gérin-Lajoie dans toute cette histoire-là. C'est Arthur Tremblay, là, le sous-ministre de l'Éducation, qui était le grand maître d'œuvre du rapport parent. Et, bon, alors, puis après, l'année suivante, on est rendu en 1966, la troisième partie, là, c'est d'abolir les commissions scolaires confessionnelles. Mais finalement, ça ne se fera pas parce que l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 protégeait les commissions scolaires confessionnelles à Montréal et à Québec. Alors là, le gouvernement s'est dit, on n'est pas pour abolir les commissions scolaires confessionnelles dans la province de Québec et les garder dans les deux principales villes, ça n'aurait pas d'allure. Alors finalement, on va garder nos commissions scolaires confessionnelles jusqu'en 1998. En 1998, Jean Chrétien et Lucien Bouchard vont s'entendre pour abolir l'article 93. Et ça, c'est assez curieux. D'ailleurs, c'est assez curieux parce que Jean Chrétien, l'ultra-fédéraliste, et Lucien Bouchard, le souverainiste, s'entendent pour réformer la Constitution canadienne, mais sur le dos de l'Église, en fait, de ce qui restait de vestiges de chrétienté au Québec. C'est quand même assez étonnant. Mais bon, dans les faits, de toute façon, il n'y avait plus d'enseignement religieux dans les écoles publiques dès les années 70. Même si, officiellement, les commissions scolaires, les écoles avaient encore un statut catholique, tout ça avait en pratique disparu, tout simplement parce que ceux qui enseignaient les cours de religion catholique, c'était des gens qui n'avaient pas la foi ou qui l'avaient perdue. C'était très souvent des prêtres défroqués, tout ça. Et c'est là qu'on doit voir l'influence de Vatican II, de la crise de l'Église. C'est au fond, c'est l'Église elle-même qui a sorti les crucifix des écoles, hein, c'est même pas le gouvernement. Bien sûr, ça c'est bien dit. D'ailleurs, vous écrivez, le ministère de l'Éducation fut officiellement créé en 64. L'Église abandonnait à l'État le domaine le plus stratégique pour la transmission de la foi, l'éducation. Alors, pour vous, c'était absolument nécessaire, je crois que c'était essentiel de continuer avec la transmission de la foi. Expliquez-nous pourquoi. Premièrement, je dois dire que moi-même, je suis catholique. Là. J'ai la foi catholique, que je suis un catholique traditionnaliste. Donc, c'est une valeur très importante dans ma vie personnelle. Et je pense que la société québécoise ou occidentale en général
perd beaucoup, a perdu beaucoup depuis qu'elle s'est déchristianisée. On était en train de voir les conséquences de ça avec l'avortement, l'euthanasie. Quand on parle d'étendre l'euthanasie aux personnes atteintes d'Alzheimer. On est dans un système économique absolument impitoyable pour les gens qui ne sont pas compétitifs. On est dans une société très, très dure parce qu'on est dans une société déchristianisée. Et toutes nos valeurs humanistes, par exemple, on parle de solidarité. C'est quoi la solidarité? Dans le fond, c'est ce que les catholiques appelaient la charité. On parle de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ben, c'est l'Église catholique qui inventait ça, l'égalité entre les hommes et les femmes. Hein. Ça n'existait pas beaucoup chez les païens à Rome, puis chez les Grecs, l'égalité entre les hommes et les femmes. Puis vous savez que ça n'existe pas beaucoup chez les musulmans non plus. Alors, et on va perdre toutes ces valeurs-là par la déchristianisation, les valeurs humanistes. Et donc, même ceux qui n'ont pas la foi, finalement, vont regretter la disparition du christianisme. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il va falloir revenir éventuellement à ces valeurs fondamentales. Il y a une parenthèse à faire là qui était, je trouvais intéressante, c'est que vous démentissez le fait que on disait que l'Église obligeait les femmes à procréer. C'est absolument faux, ça. Oui, effectivement, j'ai un chapitre dans mon livre sur la légende noire du clérico-natalisme. Alors ça, c'est une des choses qu'on entend souvent, surtout dans les lieux historiques, là, quand il y a des guides qui nous racontent que le curé faisait son tour de sa tournée paroissiale, puis regardait si la madame avait eu un enfant depuis 2 ans, puis si elle n'avait pas eu depuis 2 ans, elle se faisait chicaner, elle se faisait menacer même de refus des sacrements et tout ça. C'est une pure légende. Il n'y a absolument rien dans les archives qui viennent étayer ça. Et ça, c'est une légende. J'ai pas étudié d'où elle vient, mais j'ai l'impression que c'était en fait dans les médias populaires des années 1960 dont on a parlé de ça. Mais aller dans les médias des années 40, 30, 20, il n'y a absolument rien qui nous parle de cette pression que le clergé aurait fait sur les femmes pour qu'elles aient 12 puis 15 enfants. Puis de toute façon, le taux de natalité au Québec a diminué. En 1900, on avait une moyenne de 6 enfants par femme. En 1960, on était rendu à une moyenne de 3 enfants par femme. Pourtant, le Québec était resté tout aussi catholique entre 1900 et 1960 à peu près. Alors donc, c'est sous une société dirigée par le clergé que le taux de natalité a diminué. Là-dessus, il y a un historien ontarien qui s'appelle Michael Gauvreau qui a écrit un très bon livre, Les origines catholiques de la Révolution tranquille. Et il démontre que, en fait, le principe de la limitation des naissances était accepté par l'Église depuis les années 1930 et que dans les années 1940, ça a été enseigné dans les cours de préparation au mariage. Alors donc, finalement, quand la pilule anticonceptionnelle est apparue dans les années 1960, ça n'a pas changé grand-chose. Les mentalités étaient déjà prêtes à ça. Puis il n'y avait pas de menace d'excommunier les femmes qui se faisaient prescrire cette pilule-là. C'est-à-dire que l'Église considérait, et elle considère d'ailleurs encore, que les moyens de contraception artificielle sont pécamineux en soi, alors que c'est une faute que de les employer. Mais les moyens de régulation naturelle des naissances, les moyens naturels comme ce qu'on appelait la méthode Ogineau, la méthode Billings, on appelle encore ça comme ça. Alors ça, c'était accepté et recommandé par l'Église. Mais par contre, la pilule, oui, effectivement. Et d'ailleurs, je me demande s'il y avait pas, si on n'est pas en train de voir une certaine sagesse de l'Église derrière ça, parce que quand on pense à l'impact que la pilule anticonceptionnelle a sur le cancer, je me demande si les femmes pourraient pas plutôt contrôler leur taux de natalité par des moyens naturels. Je pense que ce serait mieux pour leur santé. Il y a toujours deux côtés à une médaille, hein. C'est sûr et certain, parce que dans en Afrique, où est-ce qu'il y a eu des nombres énormes de personnes qui ont été atteintes du sida et qui continuaient à procréer, tout ça, on demandait une éducation sexuelle, on demandait une régulation des naissances, puis ça se faisait pas. Mais bon, il y a eu beaucoup de critiques de l'Église, hein, à cause de ça. Oui, effectivement, mais il faut comprendre que le principe de la régulation des naissances, ça fonctionne quand on a un couple stable. Alors, quand on a une fidélité conjugale, et de la même manière, il y aurait moins de sida s'il y avait plus de fidélité conjugale.
en Afrique comme ailleurs. Le papillonnage, oui, avait sa raison, est coupable dans cette histoire-là, oui. Je reviens à qu'est-ce que on parlait du rapport parent, là, et le rapport parent a été remplacé, c'est-à-dire que les collèges classiques ont été remplacés par les cégeps. Rappelons-nous de l'instauration d'un cours facultatif d'enseignement moral laïque dans les écoles publiques. Ça, c'est vous qui écrivez ça. Oui. Et c'est sûr, la déconfessionnalisation des commissions scolaires, vous en avez parlé. Mais vous dites, le clergé n'a même pas protesté contre l'introduction de la mixité scolaire à la fin des années 60. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que j'ai déjà vu des études, des documentaires faits là-dessus, où est-ce qu'on avait... Il y a un très, très gros problème avec le décrochage scolaire aujourd'hui et on se demande si c'est pas à cause de ça. Oui, effectivement, la mixité scolaire. Quand vous regardez dans les écrits des catholiques des années 20, 30, 40, une des choses qu'on dénonçait beaucoup, c'était ça, la mixité scolaire. D'ailleurs, c'est un des reproches qu'on faisait au système d'éducation américain qui a été à l'avant-garde. La mixité scolaire a commencé peut-être dans les années 1920 à New York. Mais il faut attendre les années 1960 pour que ça devienne généralisé aux États-Unis, là, comme partout en Occident. Mais ça, c'était une critique qu'on faisait. Mais ce que je remarque, c'est que quand ça a été introduit au Québec, c'est à peu près en 1967-68, là, qu'on a introduit la mixité dans les écoles, les évêques, à l'époque, n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit parce qu'ils s'étaient habitués à s'écraser depuis 1963. Dès lors qu'ils s'étaient écrasés avec le principe de la création d'un ministère de l'Éducation, ils venaient de laisser tomber les bras sur tous les autres sujets. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai connu François-Albert Anger, alors le grand économiste catholique qui enseignait à l'École des hautes études commerciales. Et ça a été un des derniers qui a fait une bataille contre la réforme parent à la fin des années 1960. Et Anger m'avait raconté que quand il allait voir les évêques, tous les évêques, il dit tous sans exception, m'encourageaient. Il disait, continuez, M. Anger, vous menez le bon combat parce que c'est très dangereux. Ce qui est en train de se passer en éducation au Québec. Alors là, M. Anger leur disait, pourriez-vous faire une déclaration publique avec nous et tout ça? Là, l'évêque répondait, j'aimerais bien ça, mais je peux pas à cause de mes autres collègues. Il faut qu'on soit tous unis, nous autres, les évêques. Mais Anger allait voir chacun des évêques était contre, mais aucun évêque ne voulait prendre une position publique en disant que c'était à cause des autres. Mais c'est quoi qui se passe, là? Il y avait quelque chose d'un peu bizarre là-dedans. Les évêques ont été muselés, ont été réduits au silence. Il faut falloir à un moment donné qu'on comprenne par qui et pourquoi. Et moi, je pense que c'est à Rome qu'on a fait ça. Quelle réponse? Oui. D'ailleurs, on arrive là, on pourra revenir, de toute façon, ça se recoupe. Tout ce dont on parle là. Le cardinal Léger, moi j'en ai appris là quand j'ai lu même juste le tiers, encore je le répète là, de votre livre, parce que le cardinal Léger, si on s'intéresse pas à aller lire un livre comme le vôtre par exemple, c'est un saint. C'est quelqu'un que moi j'avais un souvenir de lui qui allait travailler justement en Afrique, et puis en tout cas, il a été très proche du pape Pie XI ou Pie XII. Lui, il était très proche du pape Pie XII et aussi du pape Jean XXIII. Du pape Jean XXIII aussi, oui. Donc, il était un peu l'enfant chéri de deux papes consécutifs. Avec Paul VI, ça ne marchait plus. Et c'est peut-être là, ça l'a fâché, le cardinal Léger, puis il a donné sa démission à cause de ça, parce que il était très, très impulsif, très vaniteux. Vous dites qu'il y a une réputation de saint, mais je peux vous dire qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout une réputation de saint. Pas à l'époque, mais après. Ah non, oui. Il s'est créé lui-même sa propre légende. Il y en a qui ont eu intérêt à créer sa légende, mais les gens qui l'ont connu, il n'y a personne qui va vous dire que le cardinal Léger est un saint. D'ailleurs, dans la biographie que Michel Lachance a faite de lui, on voit qu'il y avait des sérieux problèmes de santé mentale. Le cardinal Léger, il était sur les médicaments et tout ça. Duplessis disait du cardinal Léger, il porte très bien son nom. Hein. Oui. Alors, ça, c'était une blague courante. À l'époque, les gens, quand il a été nommé cardinal, les gens à Québec étaient un peu jaloux parce que il y avait un cardinal à Montréal, puis il n'y en avait pas à Québec. Mais les gens de Québec disaient, mieux vaut avoir un archevêque roi
qu'un cardinal léger. Oui. Alors, oui. Non, le cardinal Léger était un homme qui... c'est quelqu'un d'assez décevant. Au fond, c'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire qui suit inconditionnellement le pape. Quand le pape est conservateur comme Pie XII, ben, il est conservateur. Si le pape est progressiste comme Jean XXIII, ben, il est progressiste. Mais il ne semble pas avoir lui-même là d'idées, ni même de personnalité, le cardinal Léger. Enfin, c'est quelqu'un qui a été ballotté dans toute cette histoire-là. Je croyais qu'il avait joué un rôle important dans la Révolution tranquille, mais après avoir étudié un peu plus à fond sa vie, j'ai l'impression, non, il est un symbole, mais il n'a pas joué un rôle majeur. Non, c'est ça. Mais pour que deux saints-pères le prennent comme presque le couvent, je me demande qu'est-ce qu'il y avait de temps d'attrayant pour des saints-pères, en tout cas. J'ai l'impression que il a réussi à rétablir avec eux une espèce de relation père-fils. Ah bon? Alors, il est probablement que Pie XII et Jean XXIII le voyaient un peu comme leur fils. En tout cas, lui, c'est certain qu'il voyait Pie XII et Jean XXIII comme un père ou un grand-père, dans le cas de Jean XXIII peut-être. Il y a quelque chose d'un peu bizarre sur le plan psychologique dans les rapports entre le cardinal Léger et ces papes-là. Puis il semble avoir voulu établir le même genre de relation avec Paul VI, mais Paul VI, lui, il n'avait pas besoin de... excusez-moi l'expression, mais il n'y avait pas besoin d'un têteux comme le cardinal Léger. C'est à ce point-là, hein? Pour se tailler une place, en tout cas. Ben oui, certain. Et puis, dans le courriel que je vous envoyais ce matin, c'est lui qui a dit... en parlant des jeunes, ils mettent en question tout ce qui s'est fait jusqu'à eux et ils veulent faire mieux que leurs prédécesseurs. Ce désir de faire mieux et même cette critique du passé peuvent être des éléments valables. À nous d'apprendre aux jeunes comment les utiliser. Là, je vous demande, nous, c'est qui ça? Nous? Excellente question. Excellente question. Il faut se remettre dans le contexte. C'est l'époque de la Révolution de la jeunesse. On est à la fin des années 60, milieu des années 60 peut-être. Alors, partout dans le monde, la jeunesse critique les générations précédentes et tout ça. Et les générations précédentes félicitent la jeunesse, encouragent la jeunesse dans sa révolte. Mais en même temps, elle veut diriger la révolte. En fait, les jeunes des années 60 ont été manipulés par des gens qui avaient 50, 60 ans. Je savais qu'il y aurait toute une histoire à faire du mouvement jeunesse des années 60, mais au fond, tout ça a été téléguidé, commandé par des gens qui étaient beaucoup plus âgés et des gens qui utilisaient la jeunesse à des fins politiques. Là où ça a été surtout frappant, c'est en Chine, hein, comment les jeunes Chinois dans la révolution culturelle ont été manipulés par Mao. Ça en était caricatural. Mais je pense qu'en Occident, on a eu quelque chose d'un peu semblable. Certains analystes à l'époque, je pense à quelqu'un comme Raymond Aron en France, avait bien compris et bien expliqué que mai 68 avait été une opération montée par des gens qui n'étaient pas dans la vingtaine du tout. C'est pas un mouvement spontané. Et là, ce que le cardinal Léger dit, c'est quasiment un aveu. Alors oui, on va encourager la révolte des jeunes, mais on va les éduquer, on va les diriger, on va les orienter dans le sens de nos propres convictions. Alors donc, moi, je l'interprète pas comme une déclaration en faveur de l'autonomie des jeunes. Au contraire, on voit qu'il voulait que les jeunes restent encadrés et même peut-être même étouffés par une éducation. Alors le nous en question, c'est les éducateurs de ce temps-là, c'est ceux qui dirigeaient les écoles, essentiellement encore des ecclésiastiques, de moins en moins quand même. Mais c'est le nous, c'est probablement le cardinal Léger lui-même, il parlait de lui-même. Oui, c'est ça, puis avec des idées de continuer d'être adulés, là, puis d'être des maîtres à penser. Si on avait laissé peut-être les jeunes faire vraiment par eux-mêmes, peut-être qu'ils se seraient jamais débarrassés des cours d'histoire. Peut-être qu'ils se seraient jamais débarrassés de la foi. Peut-être, c'est beaucoup de peut-être là, mais moi j'ai l'impression, je le vois comme ça. J'ai eu l'impression que c'était une grande manipulation pour que les jeunes ne soient pas éduqués, pour qu'avoir un plus gros contrôle politique sur eux.
quelqu'un qui est ignorant, il peut avoir un très bon instinct, mais s'il est ignorant et est gardé dans l'ignorance, il me semble toujours qu'il y a une raison pour ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand ça m'arrive parfois de rencontrer des jeunes qui découvrent un peu ce qu'était le Québec avant 1960, et ils sont comme fâchés, c'est comme si on les avait caché quelque chose. Vous voyez? Ils ont bien raison d'ailleurs d'être fâchés. Et ils redécouvrent des choses extraordinaires, enfin qui leur apparaissent, eux autres, extraordinaires, qui est un peu moins extraordinaire pour des gens de ma génération, puis qui était tout à fait normal pour des gens qui ont aujourd'hui 70-80 ans. Mais pour un jeune de 20 ans qui redécouvre, par exemple, je ne sais pas, on parle de la foi, quand on voit une messe en latin, tel que c'était célébré avant le Concile Vatican II, ben ça a une beauté extraordinaire. C'est incomparable. On ne peut pas comparer ça avec les espèces de cérémonies qu'on voit dans les églises aujourd'hui, là, puis qui sont à vous d'écouter de la foi. Mais c'est rare que quelqu'un voit une messe en latin avec du chant grégorien qui n'est pas séduit par ça. Ah oui. Ben oui. Puis ça leur donne une piste. Je suis presque certaine que ça leur donne une piste. Qui suis-je? Si on va voir notre histoire, on apprend sur soi-même aussi. Alors que dans le moment, on les prive de ça, puis on leur dit encore quoi penser, puis quoi. Ils se cherchent d'un téléphone cellulaire à un autre. Ils sont un à côté de l'autre, puis ils communiquent par la technologie. On voit bien qu'il y a quelque chose qui manque, là, qu'il y a quelque chose qui est plus là. Une espèce de robot. On devient des robots, quoi. On les a fait devenir des robots, alors que on a un esprit, on a un corps. C'est les deux qu'il faut nourrir, pas seulement le corps, pas seulement. Bon, on est rendu plus matériel. C'est de tout ça que je trouve que votre livre nous amène à voir aujourd'hui, à faire le lien avec ce qu'on voit aujourd'hui. Vous trouvez pas? Il y a une chose qui n'a pas changé chez les jeunes. Et ça, je pense que ça existera de tout temps, ça existait de tout temps. C'est la recherche de l'amour. Alors, les jeunes sont à la recherche d'un amour réel, d'un amour sincère, mais on ne les a jamais appris c'était quoi, on ne les a jamais présenté des modèles de ce qu'était l'amour. Et c'est ça que l'Église catholique faisait avant, présentait comme modèle l'amour de Jésus-Christ pour les hommes, l'amour de la Sainte Vierge pour son Fils, la Sainte Famille. En fait, il y avait un modèle quand même qui était, bon, ça ne veut pas dire que tout le monde réussissait à l'atteindre, ce modèle-là, mais au moins il était là. Et ça donnait un sens, ça donnait une orientation. Alors, les jeunes aujourd'hui qui veulent bâtir une relation amoureuse, ben, à partir de quoi peuvent-ils le faire? Je pense que c'est là le grand vide. Et si on creuse, il y a beaucoup de solitude, oui. Il y a beaucoup de solitude. Oui. Et si on creuse, ben, pour avoir une conception valable de l'amour, ben, à un moment donné, on doit se poser des grandes questions existentielles sur l'existence de Dieu, sur le sens de la vie, la mort et tout ça. Oui, absolument. On voit les divorces, les séparations, les gardes partagées, les enfants qui se promènent avec leurs valises, les enfants qui sortent le matin comme des petits travailleurs qui s'en vont en garderie. C'est vraiment quelque chose, là, notre société aujourd'hui. On voit pas le bout. Le voyez-vous le bout, vous, M. Dupuis? Non, je ne le vois pas parce que ceux qui nous dirigent veulent nous diriger dans cette voie-là. Par contre, il y a quelque chose qui est rassurant. C'est que même si on est en train de construire une société, une civilisation absolument contraire à la nature, l'ordre naturel survit quand même. Et non, il y a encore des gens qui recherchent la vérité, qui recherchent l'amour. Il y a des gens qui sont presque dévoués pour les autres. Moi, j'en vois tous les jours. C'est malheureusement pas eux autres qu'on met à la télévision. C'est pas eux autres qu'on donne en exemple. Mais ça existe encore. Je pense que, pour reprendre une formule d'un grand auteur que j'aime beaucoup, Charles Maurras, le pays réel survit sous le pays légal. Le Québec n'est pas vraiment à l'image de ce que Radio-Canada veut nous présenter. Il y a un autre Québec, un Québec réel, et qui est pas mal plus encourageant et qui pourrait renaître assez facilement si au niveau de la direction, tant de la direction de l'Église que de l'État, il y avait des changements. Oui, c'est très bien dit. Et pourriez-vous, je pense qu'on va être bon pour faire notre heure, j'aimerais que vous nous finissiez en nous expliquant
clairement qu'est-ce que c'était l'américanisation pédagogique. Ça, c'est amené par Paul Gérin-Lajoie et d'autres. Arthur Tremblay, comme vous avez mentionné tantôt, encore plus. Qu'est-ce que ça signifie, ça? C'est l'idée qu'on doit former l'intelligence par les sciences plutôt que par les lettres. Alors, le cours classique est basé sur le principe que, l'éducation, ça n'a pas pour but de développer l'intelligence. Ça n'a pas pour but de nous apprendre un paquet de connaissances encyclopédiques, là. Alors, la formule habituelle, c'est « mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». Alors, ça vient de Montaigne. Alors là, vous avez tout l'esprit de l'éducation classique. Alors, donc, on va former l'intelligence par les langues. D'abord, la langue maternelle, bien sûr, mais aussi les langues anciennes, le grec et le latin, parce que pour faire une traduction du latin au français, vous passez de ce qu'on appelle une langue analytique à une langue synthétique. Le latin est une langue analytique, le français est une langue synthétique. Alors, c'est un exercice intellectuel qui est assez touché, là, qui est assez difficile. Mais quand vous êtes habitué à ça, après, vous avez développé le sens du raisonnement qui va vous permettre de réussir à peu près n'importe quoi d'autre, y compris des mathématiques, y compris de la chimie, y compris de la biologie. Alors donc, dans le collège, dans le cours classique, ce qu'on faisait, c'est que les premières années étaient essentiellement axées sur le français, la grammaire et le latin. On faisait du grec, mais beaucoup plus tard. Ça, c'était dans les premières années, disons les 4 premières années jusqu'à l'équivalent de notre secondaire 4, si on veut. C'était essentiellement une formation par les lettres. Ensuite, on introduisait les sciences et, un des reproches qu'on faisait au cours classique, c'était de ne pas enseigner suffisamment les sciences. Mais c'est faux parce que, en réalité, les élèves, dès lors que leur intelligence était formée, ils apprenaient beaucoup plus rapidement les mathématiques, la physique, la chimie. Donc, à la fin du cours classique, ils étaient finalement sans doute beaucoup mieux formés, même en sciences, qu'on ne l'est aujourd'hui à la fin d'un cégep. Alors, donc, la révolution pédagogique, l'américanisation pédagogique, c'est ce qu'on appelle le système de Dewey. Alors, j'ai oublié le prénom, mais c'est un pédagogue américain des années 1920. Alors, lui prônait plutôt une éducation axée sur les sciences, sur les mathématiques, plutôt que sur les lettres. Mais les mathématiques développent certaines facultés de l'intelligence, mais pas toutes les facultés autant que les lettres. Et quand vous connaissez bien la langue, vous connaissez bien la grammaire, quand vous êtes capable de traduire un texte du latin au français ou du français au latin, ben après, vous lisez un ouvrage philosophique ou même un roman un peu sophistiqué, ben vous le comprenez assez facilement. Vous avez un niveau de littératie, un niveau de compréhension de lecture bien supérieur, ce qui vous permet de rentrer dans des questions philosophiques beaucoup plus importantes. Et c'est un peu ce qui manque à notre époque. C'est comme si même les gens qui ont de la culture aujourd'hui ont comme une culture superficielle. On le voit dans le journalisme, comment que tout est assez superficiel. C'est pas une absence complète de culture, mais c'est comme une incapacité à faire un raisonnement approfondi. Et ça, le cours classique développait cette habitude-là. L'exemple qu'on donne souvent, c'est un petit peu comme faire de la musculation dans le sport. Vous êtes un joueur de hockey. En fait, vous n'aurez pas à lever des poids quand vous allez dans un match de hockey, mais si vous faites de la musculation, vous arrivez sur la glace, vous allez être beaucoup plus performant. Alors, l'étude du latin permettait de développer l'intelligence et d'être beaucoup plus performant dans toutes les disciplines qu'on avait à faire par la suite. Oui. J'ai l'impression que le cours classique nous donnait des clés pour ouvrir toutes sortes de portes. Puis, et aussi, le cours classique, il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que si on étudie le grec et le latin, qui sont des langues mortes, alors on va dire, mais pourquoi étudier des langues mortes? Ça sert à rien. Mais attention, ça nous fait découvrir toute une civilisation passée et ça nous rentre dans l'esprit qu'on a quelque chose à apprendre du passé. Oui. Et oui, on a quelque chose à apprendre du passé. Lire Platon, lire Aristote, lire Jules César, lire Cicéron, ça nous apprend beaucoup de choses pour le monde actuel. Et des fois, j'aimerais ça que nos dirigeants politiques, je ne sais pas si Justin Trudeau a lu beaucoup de Platon et d'Aristote, mais ça y aurait peut-être pas fait de tort s'il l'avait fait. Son père, lui, en avait lu pas mal, par exemple. C'était pas la même génération. Oui,
C'est ça, exactement. Exactement. Et c'est ce qui faisait dire à quelqu'un qui a déjà travaillé avec son père que jamais qu'il aurait traité ses ministres comme il a traité Madame Wilson-Raybould, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ah, c'est possible. Elliott Trudeau n'avait pas les défauts de Justin, mais inquiétez-vous pas, il y en avait d'autres. Oui, il y en avait d'autres. Oui. Mais de toute façon, le remplacement des collèges classiques par les cégeps, ça n'avait pas été une formule qui avait été utilisée aux États-Unis puis qui avait démontré que c'était un échec. Bien, en effet, si on regarde dans les années 40, 50, les collèges techniques américains étaient plutôt méprisés. Hein? Et ce qu'on admirait, c'était l'éducation classique qu'on donnait dans des collèges comme Harvard, par exemple. Ça, c'était une formule que François-Albert Ranger faisait remarquer. Avez-vous remarqué qu'aux États-Unis, les gens de la haute bourgeoisie, les fils de millionnaires, ils vont dans des collèges classiques, mais les fils des classes moyennes, ils vont dans des collèges techniques, parce que la formation technique fait un bon ouvrier soumis à son patron, alors que la formation classique forme un leader. Et il disait les classes supérieures américaines veulent que leurs enfants soient des leaders et non pas des techniciens. Bien sûr. Voilà ce que c'est, en fait. Hein? On faut appeler un chat, hein? C'est bien ça. Le clergé n'a pas protesté. Le clergé a subi une perte d'identité, disons-le, là, avec le Concile Vatican II. Qu'est-ce qui arrive à l'Église aujourd'hui? Ben, l'Église aujourd'hui, elle récolte les fruits de l'esprit de Vatican II et est tout simplement en train de disparaître. Ah bon? Elle ne disparaîtra pas complètement. Il va toujours y avoir des gens qui ont la foi. Mais en tout cas, son influence sociale dans nos sociétés occidentales, du moins, est en train de disparaître. Mais la renaissance serait quand même possible s'il y avait un changement à la tête. Là, ça prendrait un autre type de pape et ça pourrait renaître assez rapidement. Vous savez qu'actuellement, sur la planète, j'ai été surpris, hein, mais vous avez pas moins de 500 000 prêtres sur la planète. 500 000 prêtres catholiques. Okay. Alors, on a de moins en moins de prêtres dans les sociétés occidentales, mais en Afrique et en Asie, ça pullule les jeunes qui veulent devenir prêtres. Il y a beaucoup plus de prêtres aujourd'hui qu'il y en avait en 1950 sur la planète. Alors, 500 000 prêtres, c'est toute une armée potentielle, et si elle était dirigée dans le bon sens, au lieu d'être dirigée dans le sens que le pape François donne à l'heure actuelle, là, où il veut absolument que l'Église s'écrase le plus possible, ça pourrait redevenir une force assez rapidement, d'autant plus que dans une société comme la nôtre, c'est clair qu'on est tellement il y a un tel vide, on est dans une telle crise morale, spirituelle, psychologique, que je pense qu'une institution qui arriverait avec un discours le moindrement clair et cohérent aurait du succès assez rapidement. Oui. Et l'Église pourrait le faire, hein, et surtout que les moyens de communication modernes permettent d'accélérer les choses. Alors, non, la renaissance d'une civilisation chrétienne en Occident est quelque chose qui serait possible, mais à condition que ceux qui dirigent actuellement l'Église soient remplacés par des gens qui ont vraiment la foi. Ah, parce que le pape non, mais j'ai fait un lien là, avec le pape. Là. Non, le pape François n'a pas la foi catholique. Il y a peut-être une foi, je ne sais pas c'est quoi sa foi, je pense qu'il a la même foi que les écologistes ou je sais pas quoi. Là. C'est un humanisme libéral mou. Ce n'est pas ça la foi catholique. Mais les évêques qui ont élu ce pape, qui l'ont choisi? Eux autres aussi, ils ont des sérieux problèmes avec la foi. Ah bon? OK. Alors, il faudrait revenir véritablement à l'esprit de l'Église telle qu'elle était avant le Concile Vatican II. OK. Et puis, l'autre question, c'est, vous avez abordé un peu la question de l'islam, la religion de l'islam. Est-ce que c'est avec l'immigration, comment vous voyez ça, le Québec? L'islam, c'est un châtiment de Dieu pour les apostats. Revenons dans l'histoire. Hein. L'islam est apparu vers 1630 à peu près
Entre 1650 et 1700, elle se répand partout au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, l'Église catholique était rongée par des sectes hérétiques. C'était les monophysites en Égypte, c'était les nestoriens en Syrie, il y en avait partout. Et les musulmans ont fait des alliances avec des chrétiens qui étaient contre le pape et contre l'empereur romain, l'empereur de Byzance, qui à ce moment-là était un catholique. Et c'est ça qui a fait le succès de l'islam. Ce sont les hérésies. C'est l'apostasie des chrétiens qui permet à l'islam de se répandre. Et je pense que si l'islam déferle actuellement en Europe, c'est le fruit de Vatican II. C'est un châtiment, l'islam est un châtiment de Dieu pour l'apostasie des chrétiens. Et l'apostasie, s'il vous plaît, éclairez nos lecteurs, nos auditeurs. L'apostasie, c'est d'avoir remplacé la foi catholique, qui est la foi en Jésus-Christ, par une foi libérale, qui est la foi en l'homme, en la démocratie. L'homme qui se prend pour Dieu. Il y avait une belle formule qui vient du pape Paul VI. C'était lors du concile d'ailleurs. Il disait il y a deux religions qui s'affrontent. Il y a la religion du Dieu qui se fait homme, ça c'est la religion chrétienne, et la religion de l'homme qui se fait Dieu. Ça, c'est la religion libérale. Et actuellement, l'homme se fait Dieu. Il veut se faire Dieu. Si on regarde les développements dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est à faire peur. Oui. On veut remplacer l'homme par des machines. Et on a presque les moyens techniques de le faire. Oui, et on a presque... Normalement, c'est Dieu qui décide quand est-ce qu'on meurt. Non, l'homme veut décider lui-même quand est-ce qu'il veut mourir. On appelle ça l'aide médicale à mourir. Alors, et on peut même créer la vie, presque. Est-ce qu'on n'est pas prêt de créer la vie? Effectivement, on est sur le point de faire des manipulations génétiques pour créer le genre d'être humain qu'on veut avoir. Alors non, c'est l'ambition prométhéenne de l'homme. Là, c'est vieux comme le monde, ça vient du péché originel. Mais les moyens techniques aujourd'hui permettent d'aller très loin dans ce sens-là. J'ai une question de notre cher Jean-Marc. Je lui demande si vous pouvez faire une comparaison avec l'islam. Quel type de religion est-ce? D'abord, est-ce une religion? Disons que l'islam, c'est surtout un code social. C'est une règle de fonctionnement en société. Au fond, dans l'islam, vous n'avez pas une relation d'amour avec Dieu. Dieu est là, il donne ses lois. Si vous respectez ces lois, il va vous bénir, ça va aller bien, vous allez être riche, en santé, prospère, vous allez gagner les guerres, tout ça. Mais la relation, il n'y a pas de relation d'amour entre le fidèle et Allah. Et d'ailleurs, dans l'islam, on prétend qu'on ne peut pas connaître Dieu. On peut savoir que Dieu existe, on peut connaître la loi de Dieu, on doit lui obéir, mais ça se limite à ça. Dans le christianisme, c'est très, très différent parce que Dieu s'est fait homme. Donc, il a pris un visage, il s'est rapproché de nous pour établir une relation beaucoup plus personnelle. Alors, en termes techniques, on dit que le christianisme, c'est une religion personnelle, l'islam, c'est une religion impersonnelle. Je pense que là, c'est probablement ça la grande différence. Et c'est pour ça que l'islam produit des situations assez dures, assez compétitives. L'islam est une religion guerrière. Le christianisme n'est pas une religion guerrière. Vous savez, Mahomet, là, il a imposé sa religion en faisant la guerre, tout simplement. Mahomet a fait couler du sang. Jésus-Christ a donné son sang. Complètement différent. Oui. Les hommes ont utilisé et la religion catholique et l'islam selon leurs interprétations aussi, là. On le sait. Mais... Oui, bien sûr, mais le christianisme ne s'est pas répandu par la violence parce que pendant même 300 ans, c'est lui qui a été persécuté au temps des Romains. Donc pendant 300 ans, dans le christianisme, c'est le sang des chrétiens qui a coulé. Alors que l'islam faisait couler le sang de ses adversaires et imposait la religion par la force. D'ailleurs, dans l'Église catholique, on ne doit pas convertir quelqu'un par la force. Si vous forcez quelqu'un à se faire baptiser et à faire une profession de foi chrétienne, elle n'a aucune valeur à sa profession de foi. Mais dans l'islam, on vous colle un pistolet sur la tête, on vous oblige à faire une profession de foi islamique, vous êtes un musulman, puis vous êtes maintenant soumis à la loi, à la charia et tout ça. Ah oui, sinon on est des infidèles. Exactement. Et si vous décidez de revenir à votre ancienne religion, catholique, bouddhiste ou quoi que ce soit, là, vous êtes
un traître à l'islam, mais vous êtes passible de la peine de mort. Oui, vous ne trouverez rien de ça dans le christianisme. C'est-à-dire, quand quelqu'un abandonne la foi chrétienne, on dit c'est malheureux, on prie pour lui, on espère qu'il se reconvertisse. C'est tout. Mais on n'ira pas l'exécuter. Monsieur Jean-Claude Dupuis, ce fut très intéressant. Votre livre, vous demandez, moi je l'ai reçu par courriel d'un bon ami avec lequel je fais beaucoup d'entrevues. Comment on se procure votre livre? C'est un livre numérique qu'on peut télécharger gratuitement. Alors, des fois, il y a des gens qui me demandent, ils disent, mais pourquoi vous ne chargez pas un prix pour vos livres? Ouais. Moi, je réponds, c'est parce que la vérité, ça n'a pas de prix. Alors, donc, je diffuse ça gratuitement. Alors, on n'a qu'à le télécharger. C'est à la Fondation littéraire Fleur de Lys. Alors, je profite d'ailleurs de l'occasion pour féliciter cette fondation qui donne la possibilité à des auteurs de s'exprimer librement. Je suis pas sûr que mon livre aurait pu être édité par une grande maison d'édition au Québec. Mais avec la Fondation littéraire Fleur de Lys, on a une complète liberté d'expression. Et je pense que M. Serge Guy, là, qui a fondé ça et qui dirige ça, fait un très, très beau travail pour défendre la culture au Québec de ce point de vue-là. Alors donc, on a qu'à sur Google, on tape mon nom, Jean-Claude Dupuis, ou le titre de l'ouvrage, et on va rapidement tomber dessus. Alors, pour en finir avec le mythe de la Révolution tranquille, si vous acceptez, on va vous réinviter. Ça fait très intéressant, puis on va attendre même votre prochain livre. Vous avez dit que ça traiterait de j'en ai quelques-uns en préparation. J'espère en ligne, oui. J'espère en faire un sur Duplessis, peut-être un an, idéalement. Bon, peut-être qu'on n'attendra pas un an pour vous réinviter. Merci encore, et puis à la prochaine. Je vous remercie. Bonjour. Au revoir. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel.